Bonjour, bienvenue à tous sur Mobility TV. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, cette table ronde qui est consacrée aujourd'hui aux financeurs indépendants. Pour en parler, j'ai un éminent plateau autour de moi. D'abord, je vous présente Jean Achard. Je lis parce que vous avez tous des titres un petit peu compliqués. Vous êtes directeur commercial de Financo, filiale d'Arkea. Bonjour. Exactement, bonjour. Merci d'être avec nous. Alexandre Doulieri, vous êtes président du directoire de Capitol France, groupe BPCE. Tout à fait, bonjour Hélène. Bonjour, merci d'être là aussi. Christophe Michaeli, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marché auto de BNP Paribas Personal Finance pour la France. Absolument. J'ai tout bien dit. Parfait. Merci beaucoup d'être avec nous. plaisir. Et pour m'épauler, un fin connaisseur du dossier, Berislav Kovacevic, bonjour. Bonjour Hélène. Je compte sur vous car vous connaissez sur le bout des doigts ce sujet des financeurs indépendants. Et justement, nous avons des chiffres très récents qui nous permettent de resituer le marché des financeurs indépendants. Je pense que c'est pas mal de commencer par là. Au-delà des questions qu'on va pouvoir aborder, c'est vrai que les chiffres ont encore été publiés ce matin. On a eu une belle croissance globalement du marché automobile l'année dernière. La prime à la conversion a fait des petits. Pour la première fois, elle profitait au marché VO et pas qu'au marché VN. Donc évidemment, qui dit augmentation des volumes à particuliers et à sociétés, dit généralement croissance des financements. Et à l'intérieur de ça, on a effectivement pas mal d'opérateurs, dont nos trois prestigieux invités. Et sur ces opérateurs, on a noté une croissance des productions. Alors, pas forcément en crédit classique, mais surtout en LOA. Alors, on a apparemment aujourd'hui 75% des véhicules neufs financés en location avec option d'achat. Ça, c'est une montée en puissance absolument incroyable, puisqu'on était, on était à 36% il y a seulement 5 ans. Et en VO, alors là, c'est ce marché dont tout le monde parle sans arrêt, une croissance là encore plus forte, puisque maintenant on est à 10% de croissance sur ce marché. 10% des VO sont enfin financés en LOA. On partait de rien il y a seulement 3-4 ans. Donc on est en plein boom sur le financement, et donc je pense que l'actualité de nos invités est plutôt bonne, prolifique, et que les compteurs sont ouverts. Alors justement, on va rester un peu sur des chiffres. Avant de passer à 2019, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé en 2018. Si vous pouvez chacun me donner une petite idée de comment s'est passée l'année pour vous, Jean Achard par exemple. L'année 2018 au niveau de Financo Arkea a été une année qui est extraordinaire, puisqu'en fait Arkea a racheté My Money Bank, qui était une filiale de General Electric en France, pour la partie métropole uniquement, puisqu'ils ont gardé la partie Dom-Tom qui reste chez My Money Bank. Donc automatiquement tous nos chiffres sont extrêmement boostés, puisqu'on a apporté à peu près 200 millions de retail automobile uniquement, sachant que Financo était sur 3 marchés, et il est toujours sur 3 marchés, le loisir, la moto et l'automobile. Donc on a amené une production spécialiste automobile, on va dire 40% pro et 60% particulier. Et donc on a couplé ces compétences, on a une année extrêmement riche, puisqu'on a fusionné les réseaux, on a fusionné les équipes, on a créé une nouvelle agence à Nantes pour l'acceptation. Donc c'est une année extrêmement riche, et on a des évolutions, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas de référence N-1 pour Financo, qui sont très très fortes. Alors, du côté de BNP Paribas, est-ce que vous vous félicitez aussi de votre bilan 2018 ? Par exemple, donnez-moi un chiffre simple. Est-ce que vous pouvez me dire combien de voitures vous avez financées ? Alors, c'est pas franchement un indicateur que nous on suit. Pour nous, l'année 2018, elle a été marquée par un événement assez important, puisqu'on a lancé un partenariat. On parle des indépendants, mais les indépendants sont aussi captifs. Pardon de brouiller un petit peu les pistes. Et donc, on a lancé notre 3e partenariat avec un constructeur en 3 ans. Donc, on avait lancé Volvo en premier. On a lancé ensuite Honda pour l'auto et la moto. Et on a eu le plaisir en juillet de lancer un nouveau partenariat avec la marque Hyundai, qui est un vrai relais de croissance. Donc forcément, on n'est pas à périmètre constant. Donc ça crée une bouffée d'oxygène au niveau des volumes. Et ça va nous porter encore pendant quelques années. Donc une excellente année 2018. Et on est sur le même périmètre que nos amis de Financo. C'est-à-dire qu'on évolue sur 3 marchés, l'auto, la moto et le véhicule de loisirs. Alors du côté de Capitol Finance, vous avez un métier légèrement différent. Vous êtes vraiment spécialisé sur la LOA. Alors on est un établissement de leasing, un établissement de crédit bail. On est vraiment spécialisé uniquement sur la LOA. 3 univers, le financement des équipements, donc c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est tout ce qui touche au poids lourd, au BTP, etc. La plaisance et également l'automobile. Donc l'automobile se porte très bien. L'année 2018 a vu la croissance de à peu près 30% de notre activité
activité sur l'automobile, tout en LOA. Alors on a une particularité par rapport à nos confrères présents ici aujourd'hui, c'est que nous intervenons essentiellement sur du parcours full digital, c'est-à-dire que nous accompagnons nos partenaires pour du financement à distance, que ce soit la transmission des dossiers, leur étude ou la signature des contrats, tout ça se fait à distance. Donc plusieurs milliers de voitures réalisées l'an dernier, et on bénéficie bien entendu de cette croissance du marché de la LOA et de l'intérêt du client. Voilà. Alors, vous êtes bien sûr en compétition les uns avec les autres. Quels sont vos points forts? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vous démarquer finalement? Qui veut me répondre? Parce que je vois que déjà vous êtes très content de votre année 2018, ça fait plaisir, mais maintenant, le plus dur reste peut-être à faire. Ouais, je dirais que pour Financo, je suis un petit jeune chez Financo, même si j'ai 30 ans dans le monde du financement automobile. Je pense qu'on a 3 grosses forces. La première, c'est que, Alexandre vient de le dire à l'instant, on a misé en 2018 sur le digital. Au 1er janvier 2018, on faisait 0 dossier en signature électronique, on était qu'en papier. À la fin de l'année, on peut dire qu'on a 70% de nos dossiers moto qui sont faits en digital, full digital, 30% en automobile et 40% en loisirs. Donc on a, pour moi, un parcours client qui est venant de Moneybank, General Electric, on était à 1%, on était inexistant, donc on avait 0 stratégie du digital. Là, je suis arrivé dans des équipes qui étaient vraiment positionnées sur le digital. Ça veut dire que pour nous, on a économisé 150 arbres l'an dernier, on compte vraiment ces choses-là, et on sait qu'un dossier traité en digital est une économie de 3,50 € parce qu'il n'y a pas de timbre, il n'y a pas de... L'offre est parfaite, il n'y a pas envoyé un archivage physique, il est archivé automatiquement dans un coffre-fort électronique. Donc c'est vrai que tout est bon dans le digital, et en plus les clients sont ravis parce que le parcours client est beaucoup plus simple, l'offre est parfaite, le dossier est parfait au niveau juridique, il n'y a pas de dossier mal signé ou avec des ratures, enfin, l'offre est parfaite. Donc en fait on a misé sur le digital, la formation des équipes. Donc ça, on est une équipe de 5 personnes dédiées qui travaillent sur le réseau pour nos FM, Financial Managers, spécialistes en crédit, ou les vendeurs qui montent des dossiers. Et après, je dirais qu'on a été célébré par l'enquête Ségos comme la première indépendante avec une note de 14,5. Nos équipes sont considérées, alors Financo et ex-Moneybank, comme des équipes qui répondent vite, qui sont professionnelles, qui répondent aux attentes. Donc je dirais les hommes, la formation et le digital. Est-ce qu'il va rester aux concurrents, Jean? On reste un petit établissement, mais on a des grosses ambitions avec un président, Antoine Michaud, qui porte les... Une chose par rapport à ces chiffres, Jean, je voudrais savoir si la poussée de la LOA a également concerné Financo et Moneybank. Est-ce que c'est une poussée volontariste chez vous? Est-ce que vous accompagnez le marché? Je m'explique. Christophe mettait en avant le fait qu'il est de plus en plus captif. On se demande aujourd'hui comment les financeurs indépendants peuvent survivre avec toutes les promos mises en avant par les constructeurs sur des loyers très bas. Et généralement, c'est les captifs qui en profitent au niveau des LOA. Alors, et pour la vente de VN, est-ce que quand on est indépendant, on peut encore passer à travers les gouttes en termes de production? Et est-ce que c'est volontariste ou est-ce que c'est une obligation dans la mesure où, on va l'évoquer après, il y a un fort risque sur les valeurs résiduelles? Il y a une bulle qui fait peur à beaucoup aujourd'hui dans la profession. Je ne suis pas qu'indépendant, on est Harley-Davidson Financement, Yamaha Financement, Triumph Financement, donc on peut dire qu'on est le leader en moto sur le marché français. On a un accord avec Börstner en loisirs, donc on a un accord également. En automobile, c'est vrai qu'on n'a pas d'accord. Maintenant, comme le disait, tu disais que c'est vrai que c'est un gros volume et un ballon d'oxygène lorsqu'on signe un accord de marque. Je ne pouvais pas le faire côté Moneybank, je n'avais pas de floor plan. Je peux le faire maintenant avec Financo car on a un floor plan. Donc aujourd'hui, tout simplement, que ce soit Financo ou Moneybank, on ne faisait pas partie des appels d'offres quand il y avait quelqu'un qui se positionnait sur un marché en disant je cherche à changer éventuellement et je positionne une captive. Donc on compte bien être présent quand il y aura des prochains appels d'offres. Aujourd'hui, on va dire qu'on est indépendant, mais on se base sur des groupes de distribution qui deviennent tellement gros que quand vous faites 50 millions avec un accord de marque ou quand vous faites 50 millions avec un gros dealer ou un gros groupe, finalement c'est quoi? C'est le chiffre. Hein. Donc ayons de plus en plus de clients, c'est notre stratégie. Mettons une task force automobile issue de Moneybank et avec une culture Financo, on va créer une nouvelle culture et ayons une appétence pour les groupes, rentrer dans des gros groupes. On peut aussi faire des évolutions de chiffres sans pour autant avoir de partenariat de captive. On le souhaite. S'il y a des appels d'offres qui se positionnent dans un futur proche, on sera présent. J'espère qu'on fera partie de ces tours de table. Donc sur la partie des bulles, sur les valeurs résiduelles, écoutez... on y revient juste après. On en revient après. On va laisser...
On va laisser Alexandre, parce que lui, il est déjà en anticipation sur le leasing depuis toujours. Oui, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise aujourd'hui. Oui. Donc, assez brièvement, pour répondre à votre question, nos axes, en tout cas, sont d'abord de travailler sur la réponse aux besoins du client, parce que le produit LOA ne correspond pas à tous les clients. Donc, ce qui est important, c'est que nos équipes détectent et que nos partenaires détectent si le client est éligible ou pas à ce produit-là et si ça va répondre à son besoin. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, ça passe à travers la formation, le conseil et puis la bonne découverte du besoin du client. Le deuxième point, c'est faciliter la vie de nos partenaires, de nos apporteurs d'affaires, des commerciaux qui travaillent pour nous. Il faut que ce soit le plus simple possible quand ils ouvrent leur logiciel, qu'ils retrouvent la totalité des véhicules déjà préchargés et éligibles à ce produit-là, qu'ils puissent avoir des loyers assez simplement accessibles en lecture directe et en optimisation de mensualité en fonction de la durée, du kilométrage et de l'apport. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on souhaite faire et ce qu'on a développé, qu'on continue à développer à travers l'amélioration de nos outils de partenariat. Sans accord de marque particulier. Alors nous, on n'a pas d'accord de marque. On travaille vraiment avec des distributeurs. C'est l'axe-service qui permet de s'en passer et de continuer de faire de la production et d'augmenter. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est comme on n'a pas accès à un catalogue de véhicules neufs, en fait, on va capter le stock des véhicules qui sont disponibles chez nos partenaires, les intégrer dans nos outils et donc leur permettre de ne pas avoir à ressaisir ou spécifier un véhicule au moment de la constitution de l'offre, puisque l'ensemble des données sont déjà chargées dans le logiciel. Donc il y a un travail préalable qui est à mener, mais une fois que c'est en place, on a l'avantage par contre de délivrer, d'avancer très vite et de faciliter encore une fois la vie des commerciaux, parce que plus on leur apportera de la vitesse dans le traitement des dossiers, plus ils pourront répondre à leurs clients et mieux sera la réponse. Voilà. Sans floor plan et sans aide du constructeur par rapport à ces promos où les clients, avec le parcours digital que vous mettez en avant de votre côté, est de plus en plus en recherche d'un loyer quand ils rentrent dans la concession, quelle que soit la marque, vous arrivez quand même à faire de la production auprès des particuliers et rester compétitif, parce qu'on sait qu'il y a un abondement, non pas sur la remise de la part des constructeurs, mais souvent sur les valeurs résiduelles, quand on est dans un système de société captive. On a des solutions, alors qu'on n'appelle pas floor plan, mais qui sont des solutions d'accompagnement du financement de l'entité, donc ça on sait faire. Et ensuite, le point qui est important, encore une fois, pour nous, c'est la fluidité du parcours et la vitesse d'exécution. Et pour satisfaire nos partenaires et pour leur apporter une vraie solution, on travaille sur l'ensemble des gains de temps qu'on peut mener sur l'efficacité du montage du dossier. C'est vrai qu'on entend des fois que les captives mettent un peu longtemps à répondre parce qu'elles seraient un peu en situation monopolistique, alors que les indépendants sont des fois plus réactifs. En tout cas, c'est un de nos chevaux de bataille. Pardon. Et justement, Christophe Michaeli, puisqu'on a entendu vos collègues, vos éminents collègues évoquer cette rapidité, cette fluidité, j'imagine que vous aussi, c'est une de vos priorités. Oui, super rapide. Alors nous, si vous voulez, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait notre force ? D'abord, on est adossé à BNP Paribas, qui est quand même une belle qualité de signature, ce qui nous permet aussi d'avoir des moyens qui sont en proportion. On est leader du crédit à la consommation en Europe. Puisque c'est une de nos autres forces et on ne fait pas que de l'automobile, c'est-à-dire qu'on a une vue à 360 degrés sur l'économie. On est partenaire de grandes chaînes d'ameublement par exemple, et donc c'est des métiers qui sont très différents, mais finalement c'est les mêmes clients, parce que le client qui va acheter une voiture, il va aussi acheter un canapé le dimanche dans une marque suédoise, et donc en termes de parcours client, c'est très riche et très intéressant. On est adossé en plus à une marque commerciale qui est 7LM, qui est qui est la meilleure, on va le dire. En toute modestie. On va le dire en toute modestie, c'est effectivement la meilleure. Voilà, et puis on a une expertise qui est née non pas de nos démarrages sous les marques 7LM ou BNP Paribas, mais pour les plus anciens, on a démarré, on était Cofica, et c'est resté dans nos jeunes. Donc on a une vraie expertise sur le marché de l'automobile qu'on combine avec tous ses atouts, la puissance de feu de BNP Paribas et notre expertise et notre vision sur le client. Et pour répondre à ce que je disais juste avant, en termes de rapidité, vous êtes à mort sur le digital également. Alors, si vous voulez, c'est vrai que le monde automobile a eu un petit peu de retard à l'allumage, je vais le dire comme ça, par rapport à d'autres marchés. On le voit justement quand on regarde le marché des retailers et le marché de la grande distribution. C'est clair qu'on a pris, le marché a pris du retard. Les constructeurs l'auront dit tous au début des années 2000, vous touchez à rien, on s'occupe de tout, et ça a duré 10 ans, et à un moment donné, il a bien fallu se réveiller. Exactement. C'est exactement, je partage exactement le même constat. Mais tout le monde est réveillé là. Tout le
monde est réveillé, donc tout le monde s'y met. C'est vrai que la signature électronique, c'est un vrai atout pour nos clients, d'abord distributeurs, mais aussi pour le client final. D'autant que on a une complexité en matière réglementaire qui est quand même assez rédhibitoire pour nos clients finaux, et que on peut se retrouver facilement avec des contrats à imprimer qui font 75 ou 100 pages. Bon, c'est juste rédhibitoire évidemment pour le client. Donc la dématérialisation, évidemment, c'est un atout. Et la digitalisation de la relation et du parcours avec le client, c'est aussi un sujet extrêmement important. Le client démarre son parcours sur Internet. Il peut le poursuivre au téléphone avec un interlocuteur, un plateau téléphonique, et il le finalise dans le point de vente. Et évidemment, il faut que tout ça soit sans couture pour le client. Face à la baisse des taux d'intérêt, qui est ininterrompue depuis plusieurs années, quelle est la parade que vous avez pu trouver les uns et les autres? La LOA. C'est le sujet. Moi, je suis peut-être le plus vieux, je sais pas, 62 en date de naissance. J'ai commencé en 87, on avait un taux d'usure qui était à 25% et on avait des intérêts, une inflation qui était à 10. Donc les taux réels étaient de 25,10, 15. Aujourd'hui, on a une inflation qui n'existe plus, on est à 1,5 et on a une usure qui est à 5,85. Donc on a un taux réel. Selon les chiffres officiels. L'usure, elle nous est. Oui, mais l'inflation. Oui, enfin en tout cas, c'est les mêmes établissements, l'organisme qui la communique depuis une trentaine d'années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est passé de 15 à 4,5. Donc en fait, on peut pas dire que tout va bien dans le monde du financement. On a tous les mêmes contraintes, c'est-à-dire que l'argent, on l'achète moins cher, c'est vrai. Par contre, on le vend moins cher aussi. Donc la LOA est hors usure. Donc c'est-à-dire qu'on peut pratiquer des taux un peu plus confortables. Et comme le disait Alexandre, on joue sur les valeurs résiduelles, sur les apports, sur des paliers. La LOA est un produit extrêmement souple où on peut proposer une échéance packagée. On peut vendre un entretien, on peut vendre une extension de garantie, mais on peut faire all-in-one en fait. On peut faire un produit inclusif qui est pour le client, c'est un coût d'utilisation. Je fais mon entretien, j'ai ma garantie, j'ai mon assistance, j'ai ma perte financière ou ma décès invalidité et j'ai mon loyer, et tout ça c'est compris dans un montant unique. C'est vrai que ces LOA packagées ressemblent presque à de la location longue durée. Complètement. Sauf qu'on a normalement des durées qui ne sont pas souples et des kilométrages non plus, dans la majorité des contrats. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de jouer sur les taux par rapport à l'usure et d'avoir un vrai risque qu'on est en train de reporter sur les réseaux, qui sont vos premiers clients, en matière de véhicules, en matière de valeurs résiduelles? Est-ce que vous maîtrisez aussi bien les valeurs résiduelles que vos concurrents qui commencent eux-mêmes à aller sur votre créneau en location longue durée vers le VO? Sur les valeurs résiduelles, ils se murmurent, et c'est pas moi qui le dis, c'est un autre de vos confrères, que depuis 5 ans, on a quand même 1 million de LOA dans le tuyau sur des voitures neuves. La majorité sur des voitures diesel, il y a 5 ans, jusqu'à il y a encore 2 ans, avec un retournement de marché. Il n'y a pas de crainte en interne, selon vos analystes financiers, vos spécialistes des valeurs de marché, par rapport à la santé effective de vos clients qui produisent par ailleurs des voitures neuves sous la pression de leurs constructeurs. Enfin, ça ressemble... Je peux me tromper, mais ça ressemble quand même à une belle bulle. Alors ça ressemble à une bulle si on a pris des risques sur les valeurs résiduelles. On est extrêmement précautionneux. Enfin, on est vraiment, on a beaucoup de précautions sur la partie valeurs résiduelles, puisqu'on est avec Eurotax. On prend vraiment des valeurs qui sont plutôt bas de marché. Si le concessionnaire veut faire plus, il est plafonné chez nous à 5%. Il peut pas aller choisir de faire 25% par rapport à la VR qu'on propose. 5% de plus que la valeur moyenne donnée au début. On propose nous avec Eurotax. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'en est pas à notre premier renouvellement. On en est pour certains à 3e, 4e ballon qu'on renouvelle, et avec des gens sur lesquels, objectivement, je le vois que ce soit chez Monebank ou chez Financo, puisqu'on a le même système de calcul de VR, on n'a pas de clash avec des clients qui arrivent au renouvellement parce qu'on avait des valeurs qui étaient plutôt hard, mais hard basse. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire du discount et on a vu qu'il y a eu des problèmes chez BMW avec des valeurs qui étaient super hautes, ou avec certains partenaires. Chez BMW Mini, on constate régulièrement des écarts de 1 000 à 8 000 euros en fin de contrat au bout de 36 mois. Oui. C'est extrêmement fidélisant, parce que du coup, le client, il n'a pas le choix que de... Non, mais je veux dire, c'est une stratégie qui se respecte. Il faut garder en tête, pour reprendre le point sur est-ce qu'on a poussé le tas de sable? Non, on n'a pas poussé le tas de sable, parce que quand on a un engagement de reprise en fin de contrat avec un concessionnaire, il n'est valable qu'en fin de contrat. C'est-à-dire que pendant toute la durée de vie du contrat, le risque, il est chez nous, établissement financier. Ça veut dire que si on a été un peu audacieux ou un peu trop volontariste, le problème, c'est que si
si on doit reprendre, s'il y a un incident sur le dossier et qu'on doit reprendre le véhicule, forcément il y aura un décalage entre la valeur marché et l'amortissement. Donc je pense, enfin mon point de vue, c'est que effectivement on est plutôt vertueux sur les valeurs résiduelles. Le développement de la LOA sur le véhicule d'occasion est une belle opportunité de diluer le risque, parce que le véhicule qui revient finalement peut repartir dans un cycle de LOA et on peut diluer le risque notamment sur la valeur résiduelle sur les véhicules diesel. Donc c'est extrêmement vertueux. C'est vrai que ce qu'on note nous à travers nos missions de conseil très souvent, c'est qu'on a un vrai changement de qualité des stocks VO. Il y a 5-10 ans, on avait 5 à 10% des VO qui avaient de la TVA, et aujourd'hui il y a eu tellement de buyback et les premiers retours de LOA-VN ont commencé il y a déjà 3 ans, en masse, et on commence à avoir 30, 40, 50% des stocks VO avec de la TVA. Et donc là, on peut leur appliquer de la LOA. Mais si on additionne les LOA-VN qui sont sur multi-produits, elles ne sont pas sécurisées comme les grands loueurs sur des véhicules souvent très très bien étudiés, analysés financièrement, par gamme et autres, comme le font les Arval, les LeasePlan, vous avez quand même un risque fort par rapport à l'offre et la demande, au retournement du marché diesel, à la pression de l'électrique, sur les valeurs résiduelles dans les 2 à 3 ans. Les premiers qui sont prudents, ce sont les concessionnaires, parce qu'ils portent le risque. Et il y a 10 ans, c'était pas un risque, personne ne le regardait. Ouais. Aujourd'hui, évidemment, le sujet est regardé. Ça fait partie des engagements hors bilan des concessionnaires. Les commissaires aux comptes sont devenus intransigeants sur ce point-là. Quand il y a une reprise d'affaires, la première chose qu'on regarde, c'est les engagements sur les buybacks, et on voit, il n'y a pas de problématique et de dépréciation de pratiquer. Ça veut dire que, en fait, pour l'instant, à ce stade, ma lecture, en tout cas sur le diesel et sur les VR diesel, c'est que la marge qui va être faite sur le véhicule diesel par rapport à la VR qu'on avait pratiquée sur le VN, la marge sur le VO, elle sera moins forte que celle qu'on aurait pu espérer au départ. Mais il y a une différence entre faire une marge moins forte et faire des pertes. À ce stade, on en est à des marges moins fortes. Et un commentaire additionnel sur le sujet, puisque je pense qu'on a quand même 2 produits en face de nous, un qui s'appelle la location longue durée et un qui s'appelle la LOA. La LOA, comme son nom l'indique, prévoit une option d'achat qui est convenue avec le client. Donc ce client, il est finalement à un moment de sa vie où il hésite entre faire un crédit amortissable et donc de financer 100% le bien, ou éventuellement prendre un système locatif et donc connaître cette option d'achat qui va probablement lever. Nous on le constate, aujourd'hui c'est plus de 50% des options d'achat qui sont levées. Donc sur un système de calcul d'options d'achat qui nous est propre, mais en tout cas on voit qu'il y a un vrai partage de cette information avec le client initialement. A contrario, donc on a un autre produit qui s'appelle la location longue durée, où là effectivement il y a moyen peut-être pour le distributeur ou pour le financier ou le loueur de prendre des risques un peu plus importants sur la valeur résiduelle, qui va assumer à 100%, puisque là pour l'occasion le client ne pourra pas se porter acquéreur du bien. Donc je pense que dans notre apprentissage de cette société de location qui est en train de se mettre en place, on va avoir se différencier en fonction du besoin du client différents produits, et je pense que la LLD finira par émerger de manière un peu plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, probablement portée par cette notion d'option d'achat, ou enfin de valeur résiduelle, portée par le leaser plus que par le client. On est en plein dans la mobilité, les clients veulent gérer leur budget automobile, et donc on a eu un raz-de-marée qu'on attendait depuis bien longtemps d'ailleurs, et qui a redémarré. Enfin, c'est quand même la masse. Moi, j'entends d'autres financiers dire 1 million de contrats dans les tuyaux, on peut imaginer quand même un risque potentiel. Le marché a la capacité de les absorber. Se base sur les valeurs d'Arval, par exemple, pour se sécuriser. Il y a un peu de partenariat en interne, ou vous êtes concurrents? On s'empêche pas. Non, on n'est pas du tout concurrents. Nous, on travaille en étroite collaboration avec nos collègues d'Arval. On benchmark nos valeurs résiduelles avec celles d'Arval. On a des typologies de clients et de contrats qui sont différentes. On n'est pas sur des flottes, on est sur des clients particuliers avec des couples durée-kilométrage qui sont différentes, mais on fait ça effectivement en bonne intelligence. Pour moi, en fait, l'écoulement, il faut se souvenir. Je partage que le boom, il vient de la communication des constructeurs. En fait, pour moi, c'est Renault en janvier 2015 qui change la donne en lançant EasyPack. Mais on n'est pas passé pour autant d'une économie de propriété à une économie d'usage comme on peut entendre. On a simplement une offre aujourd'hui qui correspond parfaitement aux attentes du client. Le client, il veut être rassuré sur le coût de son véhicule, qui est comme le deuxième budget du ménage. Son budget, il est mensuel. Aujourd'hui, on lui dit voilà combien coûte ton véhicule.
t'as plus qu'à rajouter le coût de l'assurance IRD et de mettre de l'essence dans ton véhicule, et t'as le coût de ton véhicule. Enfin, c'est quand même, c'est ça en fait la vraie réalité, c'est qu'on a l'offre qui répond parfaitement aux besoins du client. Et c'est juste 30% d'écart sur le loyer tous les mois quand même, puisqu'entre un crédit amortissable et une LOA, aujourd'hui, on a des loyers qui varient à peu près de 30%. On tenait à être rassuré sur le risque des valeurs résiduelles. Oui et non là-dessus, Alexandre, parce qu'on fait aussi du crédit ballon. Dans lequel l'écart par rapport à la LOA ballon est beaucoup plus restreint, puisqu'on a aussi une valeur résiduelle. Donc on va avoir... Il y a le petit sujet quand même qui revient du taux d'usure sur le crédit ballon. Oui, mais parce que ce qu'on a oublié de mentionner, c'est que finalement, on a dit les taux sont tassés, mais dans le même temps, on a observé quand même une petite flambée assez significative des niveaux de rémunération des concessionnaires. Juste un petit peu. Et la variable d'ajustement, c'est nous. Oui. Vous avez autour de la table des variables d'ajustement qui jouent sur leur marge. Eh bien, mes chères variables d'ajustement, je suis ravie de vous avoir reçu. Le temps qui nous était imparti est malheureusement terminé, mais c'était passionnant et je crois qu'on pourrait faire une deuxième table ronde sur le même sujet largement. Donc j'espère avoir le plaisir de vous retrouver tous les quatre et de vous retrouver bien sûr à l'écoute de Mobility TV. Merci beaucoup et à très bientôt.